Comment ne pas aborder cette semaine le sujet qui défraie la chronique, Apple et l'obsolescence programmée? Les déclarations du constructeur qui a reconnu ralentir intentionnellement certains modèles d'iPhone pour ménager leur batterie a mis le feu aux poudres. Est-ce une manœuvre pour inciter ses utilisateurs à acheter de nouveaux modèles? Débat. Vous regardez, on refait le Mac, bienvenue à EURLM. Nous ne sommes pas à l'école 42, vous l'aurez compris, mais en Australie où nous avons posé nos caméras le temps de cette émission. Bienvenue à Kawana Island. Une petite île au nord de Sydney, un peu plus tropical le temps et un peu meilleur que la dernière fois. Je vous rappelle que vous pouvez regarder On refait le Mac sur notre site, c'est www.onrefaitslemac.com. Vous retrouvez également On refait le Mac sur sa propre chaîne, sur notre chaîne préférée Dailymotion, mais également sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce. Vous retrouvez On refait le Mac également en une version téléchargeable sur l'application podcast ou sur iTunes en HD ou en audio. Enfin, n'hésitez pas à télécharger l'application iOS pour Apple TV, pour iPhone, iPad et bientôt iPhone 10 sur l'App Store, bien sûr. C'est l'application ORLM avec comme chroniqueur cette semaine celui qui a travaillé un bon septennat chez Apple, un témoin privilégié pour nous parler ce soir des pratiques éventuelles d'Apple en matière d'obsolescence programmée, c'est dur à dire. Monsieur X, bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier. Alors je sais qu'on va parler de problèmes de batterie, mais ponctuellement, moi j'ai plutôt des problèmes de machines à laver qui ont cassé et de voitures qui ont cassé. Ouais. Heureusement, je bénéficie de l'hospitalité de mon papa et de ma maman et de ma belle-mère en Normandie. Donc quand on ne peut plus compter sur la technologie, on peut compter sur la famille et ça fait du bien. Voilà, tu as été obligé de t'exiler pour des questions ménagères, c'est bien. Autre chroniqueur et vieux briscard de l'iPhone, puisqu'il il les collectionne depuis, je crois, l'un des premiers modèles. Ancien journaliste, on est toujours journaliste, on le reste toute sa vie. Consultant numérique, Monsieur Thierry Derouet. Bonjour Thierry. Bonjour Olivier. Enfin, bonsoir. Enfin, ça dépend Bonsoir, du décalage. Ouais. Il est, à un moment où on enregistre à peu près 6h, 8h en Australie, et un peu plus de 22h à Paris. Et devinez quoi, j'étais en retard encore une fois ce matin. Désolé pour ce retard. À l'émission, on va rentrer dans le vif du sujet directement avec le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est la réponse à la question qu'on vous a posée cette semaine sur le compte Twitter de On refait le Mac. La question était, pensez-vous qu'Apple pratique l'obsolescence programmée? C'est plutôt un plébiscite. Vous êtes 66%, près de 66% à penser que sans Apple pratique l'obsolescence programmée. Près de 500 réponses, donc ce n'est pas un petit échantillonnage. Et c'est assez, je pense, représentatif, messieurs, de l'état de colère et d'inquiétude de l'opinion, y compris des plus aficionados de la marque, messieurs. Vous ne pensez pas? Sans rentrer dans le vif du sujet, on va y arriver juste après. Monsieur X ou Thierry. Pour que ça soit l'obsolescence programmée, il faudrait d'abord que ce soit intentionnel. Voilà. Ouais. Donc je pose ce mot-là parce que obsolescence programmée, aujourd'hui, ça a une portée juridique qui n'est pas forcément positive, y compris dans notre contrée. Il y a une loi depuis 2009, c'est ça de mémoire, Thierry, qui régisse cela. Et donc, si effectivement il y a une obsolescence programmée, il pourrait y avoir des actions en justice, comme c'est le cas, on en parlera dans cette émission, c'est prévu, de class action ou d'actions individuelles de consommateurs aux États-Unis, parce que là-bas, l'arsenal juridique est bien plus complet qu'en France et qu'en Europe. Monsieur, une brève réaction concernant l'émoi. Il y a un vrai émoi dans l'opinion autour d'Apple et un vrai basculement de l'image autour d'Apple en ce moment. En même temps, l'opinion sur Twitter, c'est pas toute l'opinion, on le sait. Maintenant, moi, je vais redire en guise d'introduction mon sentiment vis-à-vis de ça, et je reprends les mots de Thierry. Obsolescence programmée, est-ce qu'il y a un plan chez Apple pour programmer la fin de vie de produits dès leur conception à une date fixe dans le futur, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour forcer les clients à changer plus vite de produits? Ma réponse est non. En tous les cas, je ne l'ai jamais vu, ce qui ne veut pas dire qu'Apple n'est pas exempt de défauts, notamment sur le problème de batterie dont on va discuter aujourd'hui.
Alors, je vous propose qu'on rappelle les faits et qu'on rentre dans le vif du sujet autour de cette histoire d'obsolescence programmée et de batterie qui serait donc qui poserait problème et qui nécessiterait de baisser la puissance de la batterie et la puissance du processeur. Oui, Apple ralentit délibérément certains iPhones. Rappel des faits, les plaintes cette année concernant le ralentissement des anciennes générations d'iPhone H. C'est le cas à chaque mise à jour d'iOS. Cette année était beaucoup plus importante et ne sont pas nouvelles de toute façon. Mais cette année, c'est vrai que les critiques étaient beaucoup plus virulentes que les années précédentes. Pour l'avoir, le Cornet, John Poole, le créateur de l'outil de mesure des performances Geekbench, qu'on utilise souvent dans cette émission pour étalonner la puissance des Mac et des iPhones, a réalisé une étude statistique dont il a publié les résultats sur son blog le 18 décembre dernier. On y constate une dégradation très nette des performances de certains iPhones. Les modèles touchés sont l'iPhone 6, l'iPhone 6S, l'iPhone SE et l'iPhone 7. Et ceux qui sont le plus touchés voient leur temps de calcul multiplié par plus de 2. Les moins touchés sont ralentis d'environ 15%. Alors face à ces interrogations de la presse, remontant au début du mois, Apple a fini par réagir et c'est heureux. Le mercredi 20 décembre, interrogé par le média américain The Verge, la firme a confirmé les observations de Geekbench et s'est justifié en invoquant un problème de batterie. Regardez, les batteries lithium-ion des iPhones, bien sûr, ont une capacité à fournir un courant maximal qui chute lorsqu'il fait froid ou lorsque la batterie est peu chargée ou encore lorsque la batterie vieillit. C'est pour conduire l'iPhone à s'éteindre, cela peut conduire l'iPhone à s'éteindre, de façon inopinée pour protéger ses composants électroniques. L'année passée, nous avons lancé une nouvelle fonction dédiée aux iPhone 6, 6S et SE pour lisser les pics de courant électrique uniquement quand c'est nécessaire et pour empêcher le smartphone de s'éteindre inopinément. Nous venons d'étendre cette fonction aux iPhone 7 avec le tout nouvel iOS 11.2. Alors, question simple, messieurs, je me tourne vers vous. Croyez-vous Apple sincère dans ses déclarations? Même pas en rêve que j'y crois. C'est quand même assez étonnant d'avoir une communication de la part d'Apple déjà qui soit claire, nette et précise. Là, ils disent effectivement ralentir le fonctionnement des iPhones, mais ils disent pas pourquoi. Et moi, j'aimerais bien qu'on creuse le pourquoi. Parce que s'ils le font, c'est qu'il doit y avoir forcément une raison. Et moi, je ne crois pas du tout qu'ils le fassent pour le bonheur des utilisateurs. Donc, tu n'es pas d'accord sur le terme et sur les vindictes autour de l'obsolescence programmée, mais tu émets un doute profond sur la sincérité des déclarations d'Apple. On est bien d'accord? Ah oui, tout à fait, oui. Monsieur X, ce ne serait pas la première fois. Oui, Monsieur X, votre opinion? Eh ben, là aussi, une fois de plus, pas un papier de cigarette entre l'opinion de Thierry et la mienne. Je pense que la déclaration d'Apple, elle est... Bon, ce qu'ils disent est sans doute vrai, hein, mais c'est absolument très partiel pour décrire, à mon avis, ce qui se passe. Je pense que si on veut comprendre ce qui se passe, il faut retourner à la base du cycle de conception logicielle chez Apple. Tous les ans, ils se sont fixés comme objectif de sortir une nouvelle version d'iPhone et une nouvelle version d'iOS, première chose. Et puis deuxième chose, ils essayent que leur nouvelle version d'iOS soit compatible avec pas mal de générations en arrière. D'abord parce que les clients le demandent, hein. S'ils ne le faisaient pas, les clients hurleraient. Hein. Et deux, parce que ça leur permet de déployer sur les anciennes générations de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple Apple Music. Mais ce faisant, à chaque nouvelle version d'iOS, iOS 11 par exemple en 2017, ils doivent réoptimiser iOS 11 sur toutes les générations précédentes et notamment sur des composants essentiels comme la gestion de la batterie et le microprocesseur. Et à mon avis, cette fois-ci, c'est pas du tout sec. C'était pas sec pour l'iPhone 8, c'était pas sec pour l'iPhone 10. Et à mon avis, ça a été carrément négligé pour les iPhones précédents. Ils ont pris, à mon avis, une solution qui est une solution du plus facile, en tous les cas pour respecter ce planning des nouvelles versions d'iOS, qui a été de dire on va diminuer la puissance du processeur, on va lisser les pics d'appel de courant pour pas avoir d'embêtement avec cette nouvelle version d'iOS qui doit être trop gourmande, non optimisée pour les iPhones précédents, voire, et ça serait plus grave, pas vraiment optimisable pour les anciennes versions d'iPhone. Et moi, c'est vraiment le cœur de ma question. Est-ce que iOS 11 est vraiment optimisable sur les anciens iPhones ou est-ce que ce ne sera jamais le cas et on aura à subir
ces compromis qui sont très décevants. Voilà, parce que effectivement, tu l'as dit, Monsieur X, dans sa déclaration, Apple reconnaît que cette fonction de ralentissement ne date non pas d'iOS 11, mais de 2016, donc d'iOS 10, et donc n'aurait rien à voir avec iOS 11. Et donc, ce ne serait pas forcément lié à des problèmes de batterie. On se demande s'il n'y a pas effectivement un problème plus profond en matière d'optimisation. Tu es assez d'accord avec les déclarations de M. X, Thierry? C'est vrai que pour aller dans le sens d'Apple, et moi j'en étais relativement victime du temps de l'iPhone 6 Plus notamment, il y avait souvent chez moi, lorsque la batterie commençait à vieillir, je fais partie de ces privilégiés de la presse high-tech à avoir un iPhone tout neuf tous les ans. Donc forcément, c'est difficile d'avoir un retour sur la longévité, mais c'est quand même des proches qui, eux, ont des iPhones qui sont plus anciens. Et c'est vrai qu'au bout d'un an, mon iPhone 6 Plus avait tendance à s'éteindre en fonction de fortes variations de température, notamment lorsqu'il faisait froid. J'avais beau avoir 30 ou 40% de batterie, il s'éteignait sec. Moi, je vais y mettre un bémol tout de suite parce que c'est vrai que moi, j'ai une grande famille et donc tout le monde a été équipé en iPhone. Et la particularité des iPhones dont on dispose, c'est que quasiment tous ont des batteries assez récentes pour des raisons X ou Y. Parce que Apple n'est pas très regardant quand il y a un souci qui vient sur un appareil. Donc, il le change. Y compris quand ça tourne on en reviendra tout à l'heure, tu verras, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais on en reviendra tout à l'heure sur comment on peut faire effectivement pour sortir de ce problème. Mais continue, excuse-moi Thierry. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on commence à dire effectivement qu'il y a des ralentissements, il ne faut pas oublier que oui, l'OS est forcément plus gourmand d'une release à l'autre. Ça, c'est clair. D'une génération à l'autre, il y a des fonctions supplémentaires. Et là, cette version d'iOS 11 est assez effectivement dramatique pour les utilisateurs actuels. Mais pas forcément, c'est pas forcément lié à la batterie. Moi, j'en veux pour exemple un iPhone 6S dont la batterie avait 3 mois, qui a été ralenti pendant 2 jours, entre 2 mises à jour, et de manière très forte. Et après, ça a été rétabli. J'ai un iPhone SE qui est ralenti. Pourtant, la batterie a moins de 6 mois. Et j'ai d'autres appareils comme ça. Ce que je veux dire, c'est que la corrélation entre le ralentissement et la batterie, ça existe, mais ça n'explique pas tout. Donc c'est pour ça que je mets quand même un petit bémol sur cette histoire, et je suis un peu comme Monsieur X, c'est-à-dire un peu dubitatif sur l'histoire qu'on essaie de nous raconter en nous expliquant que c'est quelque chose de tout à fait normal que d'assurer, une fois que la batterie a connu un certain nombre de cycles, d'être ralenti pour que l'appareil ne soit pas en rade au bout d'un certain nombre d'heures. Voilà. C'est vrai que, et j'en ai l'illustration avec l'iPad qui est en face de moi, c'est un iPad qui a 3 ans ou 4 ans maintenant, depuis qu'il est passé à iOS 11, c'est une catastrophe. Alors est-ce que ça vient de la batterie ? J'en doute, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de réactions d'internautes et de fidèles d'Europhile qui nous disent j'ai l'impression que mon iPhone et mon iPad devient une brique depuis qu'il est passé à iOS 11, et il faut trouver une solution. Et il demande à ce qu'Apple puisse revenir en arrière et proposer de réinstaller iOS 10. Je ne suis pas certain que ça soit la solution absolue, mais ce serait en tout cas un signe de bonne volonté d'Apple, vous ne trouverez pas ? Oui, je dis absolument, Olivier, tu as raison. Donner la capacité aux utilisateurs de faire marche arrière sur une mise à jour, ça serait l'idéal. Voilà, on sait qu'Apple est coutumier du fait, ils essayent souvent de faire notre honneur contre notre propre volonté. C'est pour ça que assez rapidement qu'une nouvelle version de iOS sort, on ne peut pas faire machine arrière. On n'a pas le choix quand on est utilisateur Apple, on est quasiment obligé d'utiliser tout le temps la dernière version. Bon, voilà, donc une solution serait de nous permettre de choisir. La contrepartie pour Apple, et c'est certainement pour ça qu'ils ne le font pas, c'est que ça les obligerait à maintenir 2 versions d'iOS en parallèle, voire 3, voire 4, par exemple, pour systématiquement les mettre à jour au niveau sécurité, s'il y a des failles qui sont détectées, ou des choses comme ça. Donc, limiter le nombre de versions d'iOS pour eux, c'est aussi être capable de mieux maîtriser, grâce à la dernière version, qui devient la version majoritaire, la qualité globale de leur parc installé d'iPhone. Mais ça, c'est pas un bénéfice pour les clients, c'est un bénéfice pour Apple. Vous n'avez pas peur, et pour me faire l'avocat du diable, on sait qu'Apple est plutôt vertueux sur la longévité de la compatibilité des iPhones avec iOS. Les
les téléphones ont la possibilité d'être mis à jour assez longtemps. Est-ce que vous ne craignez pas qu'Apple fasse machine arrière sur ce point-là et décide de réserver les dernières versions d'iOS aux 1 ou 2 générations précédentes? En temps normal, je t'aurais dit ça, Olivier. Mais là, les problèmes constatés de ralentissement, ils touchent aussi l'iPhone 7. L'iPhone 7, c'est 2 générations d'avant. Il y a une génération. C'était il y a un an. Une génération. Oui, puisqu'on est à l'iPhone 10. Tu as raison, l'iPhone 10, c'est un peu à part. On parlerait aujourd'hui de problèmes de ralentissement sur les iPhone 4S, comme celui de ma belle-mère, là, que je vais mettre au rebut. Je te dirais, il y a matière à discussion. Mais là, l'iPhone 7, voire 7S, est impacté. Donc là, ce n'est pas une question qui limite la compatibilité des anciennes générations. C'est le problème, une fois de plus, il est sans doute plus profond, parce que ça touche la génération qui est juste avant. Thierry, tu es assez d'accord avec M. X sur ce point? Comment dire le contraire? Moi, j'ai une autre théorie, c'est celle de quand on voit ce qu'on appelle aujourd'hui l'iPhone du futur et les puces A11 Bionic. Posons-nous juste une question. Est-ce qu'elles ne consommeraient pas trop justement d'énergie? On sait qu'elles battent des records de vitesse, donc on peut se poser légitimement la question. Et comme tu dis, effectivement, Geekbench, quand on a fait les mesures, on est tous tombés de nos chaises en disant waouh, c'est impressionnant. Et la question qu'on peut se poser, c'est quand on utilise des puces avec un traitement où il y a des réseaux de neurones derrière, donc des traitements spécifiques qui peuvent servir notamment à une chose amusante, c'est la saisie prédictive. Le truc qui agace tout le monde en ce moment est lié à la saisie essentiellement. Et c'est assez étonnant de voir qu'une puce qui est censée notamment de la saisie, quand elle passe sur des générations antérieures, visiblement pose problème. Donc moi, je n'en sais strictement rien. J'observe juste qu'une fonction qui n'est pas une fonction qui requiert beaucoup de puissance, normalement, qui est juste la saisie, est ralentie sur tous les appareils, sauf les derniers. Donc, est-ce qu'il y a un rapport ou pas avec le dérapage qu'il peut y avoir eu, avec l'enthousiasme qu'on peut avoir sur ces dernières puces, qui sont effectivement affichées avec des niveaux de puissance qui sont redoutables. Je mettrai un bémol sur la 11. La 11, elle est réservée à l'iPhone 8 et l'iPhone 10, et a priori, sur ces modèles-là, il y a moins de problèmes de ralentissement, mais passons. Autre théorie qui est pointée du doigt et qui pourrait expliquer, je dirais, les dérapages d'Apple dans ce domaine et expliquer les raisons profondes qui obligeraient Apple à établir cette mise à jour logicielle secrète pour optimiser la consommation de la batterie. Elle est pas mal critiquée, Apple, sur le fait qu'elle adopte des batteries dont la puissance est inférieure à ceux de ses concurrents. Regardez, on peut comparer par exemple la puissance de la batterie du Galaxy S8 avec celle des iPhone 7 et 7 Plus et iPhone 10. La Galaxy S8, donc le dernier modèle de smartphone de Samsung, a une capacité de 3000 mAh pour le premier modèle et pour la version Plus de 3500 mAh. Comparé à l'iPhone 7 et 7 Plus, c'est beaucoup moins, 1960 mAh pour le 7 et 2900 mAh pour le 7 Plus. Et enfin, 2716 mAh en progrès pour l'iPhone 10. C'est de tradition chez Apple, cette volonté d'optimiser le matériel logiciel, comme on maîtrise les deux. Et est-ce que quelque part, on n'en a pas une conséquence? Apple aurait vu peut-être un peu trop juste en termes de consommation d'énergie, en termes de puissance de batterie, qui fait qu'avec la telle envolée de puissance que tu as décrit, Thierry ou Monsieur X, ça provoque des coupures inopinées. Croyez-vous à ce scénario? Écoute, moi je ne suis pas spécialiste des batteries, mais avec un peu de connaissance en électronique, oui, ça pourrait l'expliquer. In fine, ce serait un moyen... In fine, ce serait peut-être un moyen pour Apple de cacher finalement, plus qu'un défaut logiciel ou une mise à jour logicielle cachée, un vrai défaut matériel de conception. C'est ça qui est sous-entendu par les critiques récurrentes sur le web. Ouais, on peut l'imaginer. Une fois de plus, l'ampérage, ça te permet d'imaginer un petit peu, en tant qu'utilisateur, la durée que va avoir ta batterie dans la journée, 6, 8, 10 heures en fonction de ce que tu fais. Et aussi, l'ampérage, c'est témoin en fait instantané que tu vas pouvoir délivrer avec la batterie et que tu vas pouvoir demander au niveau du processeur, notamment, comme le disait Thierry, pour des besoins comme Face ID avec l'iPhone 10. Donc si tu as une plus petite batterie, elle dure moins longtemps dans la journée et elle est capable de délivrer une puissance instantanée moins forte. Ce qui fait que si tu as des composants extrêmement gourmands, il peut arriver un moment où la demande est trop forte et le pic de demande met la batterie en carafe. Donc oui, peut-être que les batteries d'iPhone
sont un petit peu sous-dimensionnés pour le matériel actuel, ou en tous les cas pour iOS 11, et qu'à bien y penser, il faudra des batteries, si ce n'est un peu plus grandes, avec un ampérage un petit peu plus fort, ce qui pose d'autres problèmes pour les ingénieurs de chez Apple, mais ce n'est pas le nôtre de problème. Donc on est peut-être face à ça, effectivement. Il ne faut pas oublier, Thierry, qu'entre-temps, par rapport à cette histoire, il y a un an, quasiment jour pour jour, Samsung était empêtré dans des problèmes de lancement du Galaxy Note 7 et d'explosion de batterie. Est-ce que ce n'est pas par rapport à ce scénario du pire qu'Apple s'est permis ce genre de mise à jour? C'est-à-dire qu'en vieillissant, il y a des risques de gonflement de batterie éventuels, voire d'explosion? C'est possible, tout peut être envisagé. Moi, je veux revenir quand même sur cette histoire d'iOS 11. Parce que Oui. tout à l'heure, on parle de la batterie, par exemple, de l'iPhone 10. Moi, je suis estomaqué par la capacité de la batterie actuelle, puisque quand on l'utilise de manière très raisonnable, son téléphone, jusqu'ici, je n'ai jamais eu un iPhone qui dépassait la journée d'utilisation, à part mon iPhone 1 en Edge, d'accord? Et aujourd'hui, j'arrive à utiliser de manière raisonnable mon iPhone 10 sans le recharger pratiquement 2 jours. Donc, tu as gagné quasiment 800 mAh d'une génération à l'autre. C'est la raison principale. Et puis l'écran LED, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc on est confronté à une génération de smartphones qui, effectivement, est vraiment bien dimensionnée, mais c'est effectivement l'existant qui pose un problème. Alors, est-ce que c'est l'existant lié à cette batterie? Et là, on va venir dans cette histoire, et je trouve qu'il y a des trucs qui ne concordent pas. Ouais. C'est le vieillissement de la batterie corrélé avec l'abaissement des performances. Là, il y a un truc, je ne sais pas. Ouais, sur un problème de vieillissement de batterie, si j'ai bien compris, c'est une petite coupure. Il y a un point en tout cas sur lequel tout le monde est d'accord, c'est qu'Apple a cassé sa mise à jour d'iOS qui justement ralentissait la vitesse du processeur. Je vous propose que l'on essaye de comprendre les raisons profondes qui ont motivé Apple, mais avant on passe à vos questions Twitter. Vos questions Twitter étaient très nombreuses, plus que des questions, plutôt des affirmations, et Apple a été pas mal pris en partie par les fans d'On refait le Mac cette semaine. Alors, on a sélectionné une parce qu'elle est assez caractéristique des questions que se posent les gens qui ont l'habitude de nous regarder. Il s'agit de Stéphane Dalem, alias Dalem S sur Twitter. Question importante, comment Apple détermine l'âge de la batterie? Et encore une fois, là, c'est pas évident, Monsieur X. Et c'est plutôt là que le bas blesse à nouveau. Pour déterminer l'âge de la batterie, Apple conseille d'aller dans un Apple Store, effectivement. Et pourquoi? Parce que les Newsbar disposent d'une application logicielle qui permet d'avoir véritablement un étalon précis de la qualité et du niveau d'usure de la batterie. Et Apple est très clair dans ce domaine. Elle affirme, elle affiche une jauge, cette application de la batterie, qui doit atteindre 80% de sa capacité au bout de 500 cycles. Voilà, en clair, elle doit pouvoir avoir encore 80% de son énergie maximale au bout de 500 cycles. En gros, Thierry, Monsieur X, ça correspond à 500 cycles. Si on le recharge tous les jours, à peu près 1 an et demi d'usage quotidien, c'est ça, quasiment? Oui, a priori. C'est effectivement ça. Ça peut être accéléré si on est amené à recharger jusqu'à 2 fois ou en permanence son téléphone. Ça ne faut peut-être pas l'oublier. Donc, toutes choses égales par ailleurs, 500 cycles, ça ne veut pas dire 500 jours. Donc, c'est là où ça devient un peu compliqué. Mais il y a une petite histoire. Un cycle complet, c'est de ne pas savoir sa batterie à 0 et la recharger jusqu'à 100%. C'est ça, un cycle complet. Si vous êtes à 50% et que vous passez à 100%, vous n'utilisez qu'à demi-cycle. Et ainsi de suite. Excuse-moi, Thierry. Mais quand tu dis effectivement que dans un Genius Bar, on te change ta batterie grâce à cet outil, puisqu'ils sont capables de le mesurer, il y a un truc qui est assez rigolo et assez rédhibitoire, c'est que si tu n'es pas en dessous des 80%, a priori, même si tu veux payer, Apple refuse. Voilà, il faut vraiment discuter fort pour que Apple fasse effectivement ce changement de batterie tant que les perfs ne sont effectivement de cette batterie ne sont pas en dessous des 80% de cette capacité de batterie. Donc c'est assez. Même si les ralentissements sont flagrants, dans les Newsbar, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, tu l'as dit, pas mal de sites tech, notamment notre confrère Mac Génération, en a fait l'expérience dans un Apple Store près de Lyon, où les Newsbar ont pour consigne
de vraiment essayer de discuter le petit morceau de pain pour changer la batterie, et va chercher des histoires de quitter les applications en tâche de fond, alors qu'on sait très bien que ça ne charge pas le processeur. Comment tu expliques, Monsieur X, cette attitude qui est pour le moins, moi je trouve scandaleuse, surtout quand on est pointé du doigt. À partir du moment où le client veut changer de batterie et qu'il a les moyens de le changer, ça coûte à peu près 89 €. Pourquoi lui refuser? Il y a une devise dans ton métier, dans le métier de la vente en général, qui est de dire que le client a toujours raison, Monsieur X. Ouais, tu as raison, Olivier, le client a toujours raison. Alors pourquoi Apple ne le fait pas? Bon, je n'ai pas creusé la question, mais mon petit doigt me dit que c'est dû au comportement du consommateur nord-américain et à la législation nord-américaine et pas européenne. Je m'explique. Ouais. Tu vas dans un Apple Store, le Genius utilise ce logiciel, voit que ta batterie au bout de 500 cycles est à 83%, donc normalement tu n'as pas besoin de la changer. Elle est dans les C'est specs. 3% au-dessus. Ouais, elle est spec. Et puis tu dis, bah non, je suis prêt à lâcher 89 $, changez-la moi, parce que je voudrais retrouver une batterie à 100%. Si Apple, ils sont comme ça, acceptent de la changer, bien qu'il n'y en ait pas vraiment besoin, ça serait avouer en fait que de changer la batterie, même si elle est à 83, permet de regagner de la performance. Donc ça serait quelque part avouer que la performance de l'engin est directement liée à la performance de la batterie, quasiment exclusivement à ça. Et il pourrait derrière se faire attaquer en disant bah, quand on paye, vous acceptez de changer la batterie, c'est bien qu'il y a un problème. Donc c'est pour ne pas faire face, à mon avis, à des plaintes en non commun. À des class actions, quoi, en clair. Ouais, ils ont fixé cette barre. Si tu es au-delà de cette barre, ils refusent de la changer en disant il n'y a pas besoin, ça n'a aucun sens de le faire. Voilà. L'avouer, ça serait avouer un problème, une corrélation trop forte entre la puissance de l'engin et la batterie. Et je pense qu'ils ne changeront pas ça de demain la veille. Pour la petite histoire, donc, je vous parlais de nos confrères de MacG qui ont fait l'expérience. Une fois qu'ils ont réussi à tordre le bras, je dirais, au Genius de l'Apple Store, de leur voisin de leur rédaction, ils ont pu changer donc la batterie et ils ont constaté effectivement une envolée des performances. Les ralentissements avaient disparu, donc il semblerait bien que ce soit un problème lié à la batterie en ce qui concerne leur modèle et pas simplement d'optimisation d'iOS. Mais est-ce que l'optimisation fait que sur la durée, la mauvaise optimisation sur la durée, le besoin de puissance est quand même important et qui fait que la batterie s'étouffant, les ralentissements sont plus importants. Il faudra plus d'explications d'Apple. Pour répondre toujours à la question de notre auditeur, téléspectateur ou fidèle, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, si vous n'êtes pas à proximité d'un Apple Store et que vous n'avez pas la possibilité de prendre rendez-vous dans un Apple Store, il suffit d'utiliser une application sur le Mac qui s'appelle Coconut Battery, qui est plutôt dédiée à déterminer le nombre de cycles de son Mac dans macOS 10. Et elle permet également d'analyser la batterie de votre iPhone et vous faire vraiment une idée précise du nombre de cycles par rapport à ce que préconise Apple. Alors, même si Apple ne reconnaît pas la validité du test, il est assez fiable et vous donnera une idée précise d'où on est. Votre batterie, encore une fois, tout le monde est d'accord sur le fait qu'Apple a caché cette mise à jour. Il y a vraiment d'énormes problèmes de communication. Il y a des bruits bizarres derrière moi. Je regarde parce qu'il peut toujours avoir une petite chose bizarre qui arrive en Australie. Donc, il faut être relativement prudent à la proximité des bords de mer. Mais ça va, c'est juste un jogger. À moins que ce soit des gens d'Apple, des Stormtroopers d'Apple. Mais je ne pense pas, il n'y en a pas trop dans le quartier. Tout le monde est d'accord sur le fait que Apple a caché sa mise à jour. Et en termes de politique de communication, ça semble vraiment, comment dire, je dirais une catastrophe industrielle du côté de chez Apple. On va essayer d'analyser cette politique de communication dans ce prochain chapitre. Culte du secret, Apple va-t-elle trop loin? Le manque de transparence d'Apple, encore une fois, c'est pour moi vraiment encore une fois le principal problème, encore une fois, autour de cette polémique. Ça pose vraiment problème. Pourquoi Apple a caché cela? Pourquoi Apple ne fait pas preuve de plus de transparence, et là on s'aperçoit que le culte du secret qui fait qu'Apple ne communique que très peu, ne donne que peu d'informations sur ses nouveaux produits, mais là il s'agit d'une simple mise à jour. On s'aperçoit que par rapport à la taille qu'a pris Apple aujourd'hui, pour moi ça ne fonctionne plus. Quel est votre avis, messieurs? Tu sais, Olivier, fondamentalement, Apple, ça repose sur quoi?
des produits qui sont très bien d'un point de vue fonctionnel, chers, et les gens acceptent de les payer cher pour deux raisons, et en général les deux raisons en même temps. D'abord l'attrait de la marque, qui est indéniable, mais cet attrait de la marque, il s'est construit avant tout sur la qualité des produits. Si tu as un problème technique de conception avec tes produits, à ce moment-là, cette équation qui est j'achète du Apple parce que fonctionnellement c'est bien fait et qu'il y a une extrêmement bonne qualité, donc je paye un premium. Si la qualité du produit n'est pas au rendez-vous, c'est l'équation de base d'Apple qui s'effondre. Donc Apple est extrêmement tendu vis-à-vis de ça. Ils se sont construits là-dessus. Et quand ils ont un problème, ils savent moins bien le gérer que les autres parce qu'ils ont l'impression d'être remis en cause dans leur ADN, ce qui est le cas. Mais ce qui marchait il y a 15 ans quand il y avait un problème sur le Power Mac G4 Cube ne marche plus aujourd'hui à l'âge de l'Internet. Et avec des crises comme celle-ci, parce que qu'ils le veuillent ou non, c'est une crise, hein, bien sûr. Ils sont dépassés. Ils sont dépassés. Et donc dépassés, donc perte de confiance et de loyauté vis-à-vis de la marque. Si en plus le produit a un pépin, les deux fondements de la marque tombent et ils vont s'en remettre. Mais on va voir. Ils peuvent vivre mal les prochaines sorties de produits. Hein. Thierry, comment tu peux expliquer que Apple, bien sûr, Monsieur X l'a dit, la politique du secret, l'effet de surprise, bien que l'effet de surprise, il est quand même dévoyé au fil des années, puisqu'on a quand même tous les specs et toutes les photos volées des iPhones 6 mois avant sa sortie. Passons. Mais sur un point aussi critique que les ralentissements d'iPhone, et sur un point aussi critique dans la mesure où il y a eu, au fil des années, énormément de soupçons autour de l'obsolescence programmée, comment Apple peut se permettre de faire une mise à jour sans rien dire? On aurait pu simplement imaginer qu'il y ait une mise à jour, que les utilisateurs soient prévenus et la possibilité de refuser cette mise à jour, ou plus simplement encore, de pouvoir activer ou désactiver cette fonction via un onglet dans les préférences d'iOS en affichant une notification. C'est pour moi purement incompréhensible et purement criminel de la part d'Apple. Ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Moi, mon sentiment, c'est qu'ils ont merdé. Voilà. Et on a vu des grands merdés comme ça. Historiquement. Je réagissais l'autre jour sur Facebook avec plusieurs vieux camarades historiques. Et ce serait vraiment être un peu autiste que d'oublier ce qui s'était passé, par exemple, chez Microsoft, quand ils ont sorti Vista, par exemple. Ou pire, quand ils ont sorti Windows 8. Rappelle, parce qu'on n'est pas tous aussi à jour sur les petits errements de nos copains de chez Redmond. Alors, Vista, c'était effectivement la version qui devait être révolutionnaire suite à la sortie de Windows XP. Et ça a été une catastrophe, hein, parce qu'entre-temps, il y a eu un XP SP2 qui était sorti, qui est en réalité Vista, qu'il fallait sortir à la hussarde pour des raisons de sécurité. Et derrière, il ne leur restait pas grand-chose. Et puis, ils ont subi effectivement un petit souci avec du matériel, encore une fois. Et là, dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'ils avaient un partenaire historique qui s'appelait Intel, et il fallait supporter les puces graphiques, donc fini les fantaisies graphiques de Vista. Et derrière, Vista était une catastrophe parce que c'était un truc qui était vraiment mal gaulé, mal fichu. Oui, mais enfin, il ne cachait pas le fait qu'il était mal gaulé, mal fichu. Il n'y avait pas de problème de mise à jour cachée, là. C'est quand même un cas assez différent, Thierry. Hein, tu es d'accord? Oui, enfin bon, c'est vrai que là, on les paye, d'accord? Tandis que là, on les payait à l'époque, ouais, c'est vrai. Oui, on les payait, hein, on a oublié ça. Donc, donc avec iOS aujourd'hui, le vrai souci et le vrai sujet, c'est de savoir si effectivement, ils ne se sont pas pris les pieds dans le tapis. Et il est possible qu'en termes de développement, ils aient effectivement tout misé avec enthousiasme sur l'iPhone 8, sur l'iPhone 10 et tout ça, et qu'ils aient oublié la base installée. Et n'oublions pas que tout le monde a dit que l'iPhone 10 était sorti prématurément. Oui, ça, j'ai du mal à croire ce schéma-là. Et prématurément par rapport au plan d'Apple, mais ils ont quand même mis 2 ans, 3 ans à le sortir, cet iPhone. Hein. C'est l'iPhone 8, l'iPhone 7 et l'iPhone 8, c'est pas forcément des mises à jour révolutionnaires, tu seras d'accord avec moi. Je dis simplement, on oublie des tas de choses. C'est que dans iOS 11, maintenant, entre iOS 11 et puis macOS, il y a des bases communes. Et ces bases communes, elles sont vraiment consommatrices de ressources.
Et ça, on l'oublie trop facilement. Voilà, il y a une rupture qui va se passer, et la rupture, elle c'est en ce moment. Et ça le problème tu le disais, Monsieur X, à l'instant, même si Apple s'est construit sur la qualité de ses produits et le Mac notamment, en matière de vieillissement, reste quand même une référence sur le marché. Notamment, mon vieux MacBook Pro qui a 3 ou 4 ans, je continue à utiliser sans problème dans Final Cut. Bon, c'est pas forcément un foudre de guerre absolu, mais on travaille sans problème là-dessus. Donc sur la qualité de ces produits, c'est important. Mais d'un autre côté, cette culture de secret, elle favorise les rumeurs, elle favorise ce qu'on appelle la théorie du complot. Ça fait des années que l'on voit des articles, des tweets, même des grands médias revenir sur ce débat de l'obsolescence programmée chez Apple. Et notamment au sujet de l'iPhone. Souvenez-vous, j'en étais partie prenante il y a quelques années, j'avais eu la chance d'être interviewé par Alice Lucet dans Cache Investigation, du temps où j'étais encore à la rédaction d'ICreate, j'étais venu m'interviewer à la rédaction d'ICreate, et le discours d'Elise à l'époque était de dire Olivier, on ne peut pas changer les batteries de l'iPhone, donc on ne peut pas simplifier le changement de la batterie, donc c'est un moyen marketing commercial de compliquer la vie des utilisateurs et donc de les forcer à changer de téléphone. Pour eux, je pense qu'ils étaient sincères dans leur démarche, c'était un moyen, c'était une forme d'obsolescence programmée. Ce n'était pas forcément ma ligne de défense, où j'exprimais que Apple était une entreprise qui était différente des autres, non pas parce qu'elle serait plus humaniste que les autres ou qu'elle veut changer le monde, ça c'est du bullshit marketing, non, sur le fait qu'au sein d'Apple, on a un vice-président qui est un designer, Jonathan Ive, et qu'il a le pouvoir de dire non à des ingénieurs en disant, pour moi, un produit fini, extrêmement fini, on ne change pas la batterie, un produit doit avoir un châssis le plus pur possible et je ne veux pas avoir de capot. Ce n'est pas forcément une valeur ajoutée pour l'utilisateur au final, mais c'est sa vision et il l'a imposée. Voilà, ça peut paraître étonnant, mais c'est la culture d'entreprise d'Apple. Lors de ces interviews, on avait continué à discuter ensemble et on avait dévié le tir de l'obsolescence programmée plutôt vers le logiciel. Je leur disais, si vous cherchez l'obsolescence programmée dans la tech, c'est très facile. C'est le logiciel. Il n'y a aucune raison qu'une dernière version de logiciel ne puisse pas, une fois enregistrée, s'ouvrir sur une version ancienne. C'est l'obsolescence programmée et c'est la culture de la planète geek depuis des années malheureusement, et on avait notamment parlé de Siri. Souvenez-vous, Siri est arrivé sur l'iPhone 4S, alors que c'était une application qui est disponible sur l'iPhone 4. Il n'y avait pas de raison, je dirais, hardware, matériel, pour qu'Apple ne l'intègre pas sur les anciennes versions et ne le réserve uniquement à l'iPhone 4S comme c'était à l'époque. Et donc, d'après le discours de Cache à l'investigation à l'époque, souvenez-vous, était de dire que le fait qu'Apple réserve Siri à l'iPhone 4S, c'est une forme d'obsolescence programmée. Autre temps, on a reçu Luc Julia dans cette émission, souvenez-vous. Luc Julia, c'était à l'époque le papa de Siri, le chef de la division Siri, qui nous a expliqué les raisons profondes pour lesquelles Apple n'avait pas intégré Siri. Alors peut-être qu'il y avait du commercial dans cela, mais pour lui, sa vision d'ingénieur était de dire nous n'avions pas l'infrastructure cloud nécessaire à l'époque pour intégrer Siri sur tous les modèles. Pourquoi ? Parce que notre infrastructure qui était en bêta, souvenez-vous à l'époque, se serait écroulée, donc on était obligé de le réserver uniquement au nouveau modèle. Et souvenez-vous, effectivement, Siri restait en bêta quasiment pendant 3 ans. Donc on voit, Monsieur X, que entre Apple, par cette culture du secret, favorise la culture favorise la théorie du complot, et a fortiori même quand elle a des raisons légitimes pour s'expliquer et pour dire voilà pourquoi on n'a pas intégré Siri, pourquoi on n'est pas de clapet pour changer la batterie. D'ailleurs, petite histoire, la plupart des constructeurs suivent le modèle d'Apple aujourd'hui et les concepts de design. Ils ne s'expriment pas et ça continue et ça favorise la théorie du complot. Il serait peut-être temps qu'ils prennent la parole, non ? Tu ne crois pas ? Et cassent un petit peu ce modèle de la culture du secret. On peut parler au quotidien et ne pas parler des futurs produits. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que la culture du secret, c'est fait des fois autour de mauvaises raisons, celles que tu évoquais. On n'a pas la capacité cloud à supporter la fonction Siri sur trop de modèles, donc on ne donne pas la nouvelle fonctionnalité. Bon. Moi, je n'appelle pas ça de l'obsolescence programmée. Ce n'était pas prémédité au moment où les anciens iPhones sont sortis. C'est plutôt ce qu'on appelle une décision de compatibilité. Et puis, c'est fait aussi pour des bonnes raisons, des fois, hormis le design, le fait que la batterie ne soit pas changeable. Quand Samsung est arrivé sur le marché des smartphones à la suite de l'iPhone, évidemment, ça c'est leur choix, on pouvait changer les batteries. Qu'est-ce que faisaient beaucoup d'utilisateurs un peu avancés comme nous ? Ils commandaient sur des sites chinois des batteries qui avaient le même facteur de forme, mais qui avaient un ampérage double, ce qui leur permettait
de changer la batterie d'origine, d'acheter sur un site en général chinois à moindre coût une batterie qui avait 2 fois l'ampérage et d'espérer doubler le cycle d'utilisation et leur autonomie. Ce qui marchait régulièrement. Mais ce faisant, il y avait un risque de cramer ou de faire surchauffer les composants à cause de cet ampérage qui était trop fort. C'est très exactement comme si tu mettais, bon, ça ne marchera pas longtemps, mais comme si tu mettais du super dans un moteur diesel ou si tu mettais de la nitroglycérine en mélange dans ton... Des additifs. Voilà, des additifs comme Mad Max. Ouais. Ça va marcher, tu vas aller plus vite, hein, mais tu vas bousiller les segments de ton moteur. Bon, Apple, en faisant ça, protège aussi ses produits, protège la customisation de ses produits. C'est vrai pour les batteries d'iPhone aujourd'hui, c'était vrai pour les upgrades de processeurs dans le passé. Et quand je travaillais chez Apple et que tu étais journaliste, on se fâchait là-dessus puisqu'on empêchait les upgrades de processeurs. Tout simplement parce que le produit il est pensé pour fonctionner dans des conditions nominales, qu'Apple ne veut pas qu'on l'utilise autrement que dans ces conditions nominales, pour assurer au final une longueur de vie des produits qui soit bonne. Ne viendrait pas à l'idée des gens qui critiquent le fait qu'on ne puisse pas retirer la batterie, le fait qu'on ne puisse pas changer de manière simple les pièces de leur machine à laver. Mais sur l'iPhone, parce que c'est un objet du quotidien, sur leur smartphone, parce que c'est un objet du quotidien, parce qu'il y a des concurrents qui l'ont fait, ça paraît plus naturel. Moi, la seule chose qui m'embête avec ça, et une fois de plus, je ne pense pas que ce soit de l'obsolescence programmée, c'est plutôt du design, des bonnes et des mauvaises raisons, c'est que Apple, si moi je décide de changer la batterie, que je vais dans un Apple Store, m'empêche, comme le disait Thierry, de le faire. Parce que tu vois, là, ce que j'ai fait pendant mes vacances, c'est que je viens de donner l'iPhone 5S de mon épouse à ma belle-mère. Quand j'utilise le fameux logiciel dont tu parlais, qui est Coconut Battery, la Coconut Battery me dit, bien que cet iPhone ait 4 ans et que ça soit raisonnable, la capacité de la batterie est à 63%. Voilà. Donc, c'est plutôt une belle longévité. Mais moi, si je pouvais, je rentrais dans un Apple Store et puis je voudrais être capable de le changer pour un prix raisonnable, 40 €, sans qu'on me pose de questions. Et aujourd'hui, 40 € pour un iPhone 5S, 89 € pour les autres. Voilà. Oui, effectivement. Et c'est une vraie galère. Et si tu ne le fais pas en plus dans un Apple Store ou un revendeur agréé, il n'y en a pas tant que ça en France, on va te poser après des questions et des problèmes sur la garantie. Donc, qu'Apple fasse ce qu'il veut au niveau de ce design des produits, qui nous empêche de changer les batteries par nous-mêmes pour garantir la fiabilité de ces produits, ok, mais qu'on ait une manière simple, sous garantie, de changer nos batteries sans avoir de questions à un coût qui ne soit pas prohibitif. Ils ne peuvent pas avoir, entre guillemets, le beurre et l'argent du beurre. C'est clair. Thierry, quelle est ta position par rapport à cela, par rapport à cette théorie du complot permanent autour d'Apple, ce culte secret qui le favorise? Est-ce que tu es d'accord avec M. Lys? Est-ce que tu penses qu'Apple doit changer son fusil d'épaule et mettre en place une task force, comme il y a tout dans toutes les grandes entreprises? On voit qu'Apple communique autour de Tim Cook comme s'il était un chef d'État. On le voit de plus en plus dans les grandes entreprises. On l'a vu lors de sa visite en France. Il est presque plus facile de demander une interview d'Emmanuel Macron que de Tim Cook. Ça devient complètement dingue, quoi. Et il y a une cellule autour de lui pour justement gérer ces demandes d'interview et ces moments un peu particuliers de visite. Et là, alors que c'est une crise de communication mondiale, on va y revenir dans un instant, ça va être la conclusion de cette émission. Est-ce qu'elle est comparable avec la crise qu'a connue Samsung l'an passé avec l'explosion de ses téléphones et ses batteries? Rien. Bien sûr qu'il y a une cellule de crise, mais bon sang, communiquez les gars, je comprends pas. Et c'est juste sortir, mais regardez, on est quand même une entreprise vertueuse, humaniste, ça suffit plus aujourd'hui. Non, mais c'est tout le paradoxe. Je veux dire, oui, tu peux t'amuser en disant que Macron rigole quand on lui dit est-ce que vous vous prenez pour Jupiter, hein? Mais en tout état de cause, oui, le problème d'Apple, c'est qu'ils se prennent pour Dieu. C'est-à-dire que pour eux, une sorte d'autisme, ce qu'ils vendent, c'est de la perfection. C'est ce qu'a dit Mister X. Et c'est ça leur problème. C'est-à-dire qu'à force de vendre une image qui est on vous vend de la perfection, ou vous vend quelque chose d'extrêmement qualitatif, reconnaître qu'il y ait la moindre erreur, le moindre pépin, la moindre connerie, la moindre boulette, pour eux, ça devient tout de suite un drame. Voilà. Oui. Et à chaque fois, ils ne sont pas capables de raconter simplement les choses. On se souvient de l'histoire des antennes. On va y revenir dans un instant. C'était grotesque. Mais et là, ça recommence. Donc oui, il serait temps qu'ils grandissent un petit peu et qu'ils arrêtent impérativement de vouloir contrôler la parole
de ceux avec qui ils travaillent. Hein. J'ose pas raconter quand même que quand on est reçu par Apple, généralement Apple formate un discours que j'ai jamais vu ailleurs, c'est tout. Bon, c'est leur façon de communiquer, c'est un choix, c'est leur choix. Mais il y a un moment, il va falloir qu'ils arrêtent de vouloir être lisses complètement, parce que là, ils se prennent les pieds dans le tapis, et du coup, on est à l'ère où c'est fini. Les gens veulent de la transparence. Alors, je propose qu'on essaie de déterminer ensemble, et on pourra revenir justement sur la politique de communication, parce qu'elle est intimement liée sur quel est l'impact profond de cette crise. Est-ce que ça va être un épiphénomène ou c'est véritablement un tsunami qui est en train de tomber sur Apple? On en parle dans ce prochain chapitre. Apple, le contrat de confiance est-il rompu, y compris avec ses utilisateurs les plus fidèles, hein? Vous avez vu le sondage dont on fait le amende cette émission. Est-ce que selon vous, Apple a dépassé de manière dramatique la ligne jaune? Et tout simplement, messieurs, est-ce que vous pensez que le contrat de confiance est rompu avec, y compris ses fans de la première heure, Monsieur X? Écoute, je pense qu'on n'a pas encore la réponse, en fait, Olivier. Il y a quelque chose qui se passe là, aujourd'hui, qui certainement révèle un problème de conception ou de gestion de la ligne de produits iPhone. Les clients ne sont pas contents et on a en face une communication d'Apple qui n'est pas lisse ou polissée, mais qui est quasi inexistante et qui n'a pas changé peu ou prou depuis 15 ans. Comme le disait Thierry, aujourd'hui, surtout quand on est Apple, dirigé par Tim Cook, et qu'on se réclame d'une certaine éthique, voire qu'on donne des leçons de morale à son président de la République, M. Trump, on se doit au minimum d'avoir ce qu'est la communication aujourd'hui, de la transparence avec ses utilisateurs. Donc c'est à eux de choisir si c'est une crise ou pas. Ça permettra peut-être à Apple d'évoluer sur un truc où ils sont encore avec 15 ans de retard, une certaine transparence qui permet à ses clients et potentiels clients de choisir en connaissance de cause. Or, on ne sait plus avec Apple, donc choisir devient un problème, et donc les utilisateurs, oui, risquent de se détourner. Donc la balle est dans leur camp, on verra en fonction de la manière dont ils le gèrent si c'est une vraie crise ou pas. Mais ils peuvent s'en sortir bien. Ouais, certes, pour l'instant, ça n'est qu'un bad buzz. Mais en tout cas, tous les médias de la planète l'ont repris avec des termes souvent, pour eux, pour beaucoup de médias, y compris les plus importants. Apple pratique l'obsolescence programmée. Il n'y a même pas de mise en doute. C'est quand même un petit peu fort. Mais après tout, Apple a le résultat de sa politique de communication. Tout ça est un formidable gâchis à mon sens. Mais passons. Tu disais... on en parlait tout à l'heure lorsque tu parlais d'autres exemples de l'industrie, mais il n'y a pas si longtemps, Samsung s'est pris les pieds dans le tapis avec le Galaxy Note 7. Souvenez-vous, l'année dernière, ça a été une catastrophe industrielle. Samsung a été obligé de rapatrier tous ces modèles vendus et pour justement éviter que d'autres problèmes ne surviennent. Ils ont fait une approche en matière de com' assez habile, et ils sont plutôt bien remis. Souvenez-vous de la publicité qui a été diffusée l'année dernière. Allez, on n'est pas encore le 1er janvier, mais quasiment l'année dernière. Samsung a été assez habile. Pour vous et pour toi, Thierry, est-ce que l'impact, le bad buzz est aussi important que Samsung et ses crises d'explosion d'iPhone, je vais y arriver, de Galaxy Note, ou c'est plus grave encore ce qui arrive au sein d'Apple aujourd'hui? Non, d'abord, il faut du temps pour voir si c'est vraiment une crise qui va durer ou si Apple va simplement apporter une solution. Parce que, en gros, ce qu'on leur demande, c'est juste d'apporter une solution. S'ils t'expliquent d'un côté qu'ils ralentissent les iPhones, mais qu'ils ne demandent pas ton avis, peut-être que s'ils demandent l'avis de l'utilisateur, ça sera moins un drame. D'autre part, s'ils apportent des solutions de remplacement pour les batteries à vil prix, peut-être que ça sera une autre solution. Mais aujourd'hui, dire que c'est durable dans le temps, non, parce que très honnêtement, dire que c'est dans l'ADN d'Apple que de faire de l'obsolescence programmée, ce serait vraiment une grosse vacherie. Et une fois encore, ça a une portée juridique, et moi je ne me permettrai pas de le dire. Je suis d'accord avec ça. Mais jusqu'ici, je ne l'ai pas constaté. C'est la première fois où on constate qu'il y a un truc qui ne va pas, et là on attend juste que, les cocos, c'est pas dans 6 mois qu'il faut réagir, c'est maintenant. Qu'est-ce que vous avez à donner comme réponse? Voilà. C'est juste ça. Mais parlez, bon sang de bois. Ouais. Tu parlais à l'instant, et à juste titre, de la polémique autour de l'antenne Nugget il y a quelques années. C'était au mois de juin, de mémoire début juillet. Souvenez-vous, à l'époque,
c'était en plein lancement de l'iPhone 4, qui était un appareil qui a vraiment été important dans l'histoire de l'iPhone, puisqu'il y a vraiment une explosion des ventes phénoménale avec ce modèle-là. Il y a eu une polémique terrible autour des batteries, décidément, j'ai du mal aujourd'hui, autour des antennes, comme quoi, lorsqu'on mettait le doigt sur l'antenne, ça perturbait le signal, et donc la réception était mauvaise, et pouvait même couper la communication. Il y avait des vidéos, et Dieu sait si les réseaux sociaux étaient moins puissants qu'aujourd'hui, mais ça avait été viral, et l'impact a été terrible. Il y a même un chapitre qui est consacré à cette aventure dans la biographie de Steve Jobs. Et Steve Jobs raconte comment, à l'époque, il était en vacances, puisque nous étions au mois de juillet à Hawaï, il a interrompu ses vacances pour faire une conférence de presse assez rapidement, pour exprimer et contre-attaquer avec raison ou tort, moi essayer au moins de s'exprimer, et même après avait été organisée une question-réponse avec Tim Cook, avec Phil Schiller, pour répondre de manière précise sur les accusations de différents testeurs. Et à l'époque, c'était l'association des consommateurs américains, l'équivalent de 60 millions de consommateurs en France. Où est Tim Cook à ce moment? Que fait Tim Cook en ce moment? Pourquoi ne pas suivre l'exemple de Steve Jobs et de cet exemple de contre-feu qu'avait allumé Steve Jobs à l'époque et qui avait formidablement bien fonctionné? Monsieur X. Écoute, je ne sais pas où est Tim Cook, évidemment, mais je crois que comme la crise ou la potentielle crise touche l'iPhone, j'ai mis l'hypothèse en tous les cas que Apple est un peu plus pétrifié que si ça leur arrivait sur un autre produit. Pourquoi? Parce qu'on dit depuis des années qu'Apple a cette spécificité qui lui est vraiment unique, d'être une entreprise avec un chiffre d'affaires monstrueux, qui est 50 milliards de dollars, pose sur un produit, l'iPhone. Donc, de même que la qualité des produits, c'est la pierre angulaire de la proposition marketing d'Apple, l'iPhone, c'est la pierre angulaire du chiffre d'affaires d'Apple. Donc, s'il y a un problème en termes de communication, à mon avis, il faut du temps pour mesurer les conséquences de ce qu'on veut faire. Je pense que Tim Cook, il n'est peut-être pas pétrifié, mais il réfléchit, il tourne 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Maintenant, une chose est sûre, s'il ne parle pas, c'est propre de la rumeur, et puis parce que c'est Apple, ça va me faire confler. En tout cas, c'est pour moi une illustration, encore une fois, que beaucoup de dirigeants d'Apple sont un peu enfermés dans leur tour d'ivoire. On reproche ça aux chefs d'État, on en parlait souvent. C'est aussi le cas des patrons des grandes entreprises de la tech, qui sont de vrais multinationales et qui ont beaucoup de pouvoir et qui, j'ai l'impression, s'isolent un peu dans leur tour d'ivoire. Alors, messieurs, comment rétablir la confiance? Apple doit prendre des mesures assez rapides. Souvenez-vous, on parlait de l'Antennagate. Steve Jobs, à l'époque, avait gratté dans le sens du poil, avait caressé dans le sens du poil les utilisateurs en leur permettant de changer leur modèle, en leur permettant d'avoir des coques gratuites. Enfin bref, il y avait quand même un programme qui avait été mis en place. Que feriez-vous, Monsieur X, si vous étiez au sein d'Apple? Quels seraient les conseils que vous donneriez à votre hiérarchie pour calmer la crise et l'incendie? D'abord, une fois de plus, je referai le constat que mon ADN, c'est la qualité de mes produits et que mon chiffre d'affaires, c'est l'iPhone. Donc, encore plus que sur d'autres produits et d'autres crises, il faut qu'Apple dise la vérité. Alors, une fois de plus, ils l'ont dit sans doute dans leur communiqué de presse, mais il faut qu'ils donnent la photo un peu globale de ce qui se passe pour que tout le monde puisse se faire une opinion. Ils doivent bien ça à leurs utilisateurs. Donc, je m'expliquerai. Et je m'expliquerai de long en large. Et en plus, je permettrai, sur le fond, aux journalistes de me poser des questions, toutes les questions possibles et imaginables. Ça, c'est la première chose. Et puis après, écoute, en fonction des causes de ces problèmes et des mécontentements qu'ont les clients, c'est sûr que je ferai un pas en avant vers les clients. Alors, il y a peut-être des clients qui réclameraient de pouvoir choisir systématiquement s'ils doivent faire une mise à jour, être capable de revenir en arrière. Il y a d'autres clients qui peut-être demanderont à être remboursés de leur iPhone, tout simplement. Et ça, je le permettrai. Et Apple a l'argent pour le faire en disant, écoutez, voilà ce qui s'est passé. Si maintenant le produit ne vous convient pas, on vous rembourse le produit. Et puis pour le futur, sur la conception des produits, parce que je pense que l'histoire des batteries, c'est un problème technologique qui est récurrent, qui va encore perdurer. Je garderai mon design produit, mais vraiment, je mettrai en place un processus de changement des batteries simple, à pas cher, que tout le monde puisse faire, et puis que les gens puissent aussi mesurer les cycles de vie de leur batterie facilement.
avec une application que je mettrai dans iOS, voire contester Apple s'ils pensent que leur batterie a un défaut. Je rendrai ça fluide. Et moi, Apple, en me donnant un petit peu le droit à l'erreur et en donnant, ce qui est bien normal, un peu plus de pouvoir et de lien avec mes clients autour de ce problème. Apple se normaliserait, mais Apple se rapprocherait de ses clients et ça serait pas dans plus le bon mal. sens. Thierry, tu es d'accord? Apple doit mettre en place un process on est d'accord pour faciliter le changement de batterie. Au-delà, cette application que décrit Monsieur X, elle existe, elle est à disposition des Apple Store. Il pourrait le distribuer très rapidement, d'une manière massive sur l'App Store pour que tout le monde puisse mesurer l'état de, entre guillemets, fatigue de sa batterie, Thierry. Tout à fait. De toute façon, ils n'ont pas le choix, là. Il va falloir qu'ils grandissent un petit peu face à ce comportement qui est anormal. C'est celui de choisir à la place de l'utilisateur. Voilà. Si c'était juste si c'est vraiment qu'un problème de batterie, une fois encore, qu'on ralentit simplement pour que le téléphone ne tombe pas en rade en fin de journée ou en milieu d'après-midi, c'est inacceptable. C'est à l'utilisateur de choisir. Et s'il y a des vrais problèmes de batterie, effectivement, il faut qu'ils mettent en place un plan pour les échanger et puis, effectivement, arrêter d'être toujours radin avec le consommateur. En attendant et en guise de conclusion de cette émission, Apple est poursuivi en justice aux États-Unis. La marque est visée par 8 plaintes au moment où nous enregistrons cette émission, déposées devant la justice américaine. Toutes les plaintes elles sont déposées où ça? Dans les États de Californie, de l'Illinois, de New York. Et elles pourraient potentiellement se transformer en une procédure en non collectif, ce qu'on appelle une class action, et aboutir au versement d'indemnités à des millions d'utilisateurs américains. Il faut savoir que cet arsenal juridique est également disponible en France. On verra ce qu'il en est. Elle s'étend à l'international, notamment en Israël, où le quotidien Haaretz, une juridiction selon le quotidien Haaretz, et une juridiction israélienne a également été saisie par une plainte similaire. Et effectivement, Apple n'a pas répondu à ce jour officiellement, et on attend maintenant un process de réponse, une conférence de presse, un communiqué de presse. Tout ça me semble un beau gâchis. Et on rajoute par derrière, je dirais, à ce climat autour des entreprises de la tech qu'il y a en Europe et en France en particulier. Je pense au fait que sur le fait qu'Apple, et c'est légitime, qu'il y ait ce climat de méfiance envers ces entreprises tech parce qu'elles ne payent pas suffisamment d'impôts en France notamment et en Europe. Ça commence à faire beaucoup. Voilà, il serait temps, Monsieur Cook, de réagir et de répondre aux interrogations légitimes de vos consommateurs. Encore une fois, le client a toujours raison. On passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur et surprise, on a un chroniqueur qui a réussi à se connecter. On l'attendait en début d'émission et puis il avait un petit peu de retard. Il arrive juste pour les coups de cœur. Bonjour Stéphane Zibi. Bonjour à tous. Désolé pour ce retard. En plus, le sujet était passionnant. Écoute, tu regarderas l'émission. Je regarderai l'émission avec d'autant plus d'intérêt parce que ce sujet-là m'intéresse et j'ai vu le déroulé. Je pense que c'est une des meilleures sur le sujet, donc je pense qu'elle aura beaucoup de succès. Donc, je voulais juste dans les coups de cœur faire pour une fois un double coup de gueule. Le coup de gueule sur les protections pour l'iPhone 10 Belkin qui se rayent en moins de 2 et alors que ces appareils sont précieux et on veut les protéger dès le premier moment où on les sort de nos boîtes, eh bien, ça ne sert à rien avec ces trucs-là. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Et le deuxième coup de gueule, c'est aussi les câbles d'iPhone d'Apple qui, compte tenu de ce qui a été dit, je pense, jusqu'à présent, eh ben, on aurait mieux fait d'avoir des câbles intelligents qui s'arrêteraient de charger les batteries de façon inutile alors qu'on les charge toute la nuit. Et c'est ça qui affaiblit les batteries et donc qui peut entraîner cette obsolescence que vous avez évoquée. Pour bien finir, je voudrais parler de quelque chose qui s'appelle ce petit bout de plastique qui s'appelle un tripod qui vous permet, quand on l'applique comme ça et comme ça et comme ça, de pouvoir placer son téléphone, son smartphone comme petit écran, soit pour prendre des photos, soit pour regarder des vidéos. Et c'est fin comme une carte de crédit, donc ça se met dans son portefeuille et en gros, on peut faire profiter son téléphone à plusieurs, pour faire du Netflix, etc. C'est marrant. Voilà mes coups de cœur. Merci Stéphane, merci d'avoir pu te connecter. Merci à toi. Ce sera mon cadeau de Noël. Monsieur, quel est ton coup de cœur? Oui, voilà. Écoute, tout arrive, Olivier. Mon coup de cœur, c'est un produit électronique. Et tout arrive parce qu'il m'a été recommandé et même acheté par mon épouse.
qui n'est pas très porté sur ces choses-là en général. Et c'est quoi? C'est un produit que j'avais vu beaucoup, mais qui m'avait jamais séduit. Elle m'a un peu forcé la main et c'est très très bien. Et c'est un produit de chez GoPro, le produit de chez GoPro, qui est une GoPro Hero 5 dite Black. Hein, c'est pas tout à fait la dernière, c'est l'avant-dernière, mais qui filme quand même en HD. Ouais, absolument. Eh bien, écoute, je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour en avoir une. Non, mais peut-être je pensais que mon iPhone était suffisant, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de situations. Alors sans compter ma vie, hein, quand je skie ou quand je me balade en vélo ou même quand je barbote dans la mer où on a envie de prendre des images. Et là, l'iPhone, il y a plein de solutions, mais elles sont jamais satisfaisantes. Donc cette petite caméra, c'est quand même assez génial en termes de techno, de capacité. Et puis tout l'écosystème qu'il y a autour, ça fait beaucoup penser à Apple pour rendre le produit simple à utiliser avec des poignées, des stabilisateurs. Donc, si vous êtes comme moi, réfractaire à ces produits depuis trop longtemps, plongez, faites-le vous payer par votre épouse ou votre compagnon, qui vous voulez, mais sautez le pas, c'est vraiment super. Voilà, j'ai un invité de dernière minute, le dernier du clan Friguerin m'a rejoint, il pleurait, donc il faut que je lui fasse un petit câlin pour terminer cette émission, il voulait finir avec son papa. Thierry, ton coup de cœur? Oui, alors moi, mon coup de cœur, c'est les fameuses Google Home Mini. Donc, j'ai absolument craqué pour ce truc-là pour l'installer dans ma cuisine. Alors, on aurait pu mettre ça dans les toilettes, dans la salle de bain. Non, moi, je l'ai mis dans ma cuisine parce que ça sert à la fois à écouter de la radio, à chronométrer quand je fais de la cuisine, et puis à écouter de la musique et tout un tas de choses absolument stupides qui ne servent strictement à rien d'autre qu'à mettre de la bonne humeur. On peut demander à Google s'il a entendu que j'avais pété. C'est stupide, c'est à souhait rigolo, mais bon, c'est comme ça, voilà. Tout le monde se connecte en fin d'émission, hein. C'est la fête à la maison en ce moment. Rodrigo nous a rejoint. Rodrigo Sepúlveda, comment ça va, Rodrigo? Coucou, je suis à Menlo Park chez Facebook dans la Silicon Valley. C'est la classe. Tu es venu te connecter pour nous souhaiter une bonne année, c'est ça? Et oui, pour vous souhaiter une bonne année et puis pour raconter un truc. J'ai enfin réussi à réparer ça. Est-ce que tu sais ce que c'est, Olivier? Vu que je n'ai pas le retour vidéo, non. Donc, ce n'est pas un iPhone 11, c'est mon Leica et mon Leica Q. Voilà, tu as réussi à le réparer sans trop de mal? Ils t'ont fait payer la réparation, juste pour info, Leica? Parce qu'il était tombé, c'est ça? Il était tombé dans le nord du Chili, à Atacama, et c'est là où tu reconnais les très, très grandes maisons. Réparation, compliment de la maison. Ah, d'ailleurs, il change d'Apple en ce moment. C'était l'objet de cette émission. On aura l'occasion d'en revenir de mon côté. Regardez, j'ai un peu tardé pour les adopter. C'est les AirPods d'Apple, le fameux casque sans fil avec ici son chargeur. Je n'avais pas été convaincu lorsque j'avais testé le prototype au mois de septembre, parce qu'on a eu la chance de l'avoir un petit peu en amont. Et en fait, la version finale, que j'ai testée pendant l'émission de Noël il y a quelques semaines, m'a vraiment convaincu. Donc, j'ai craqué ici en Australie, surtout qu'on la trouve ici sans trop de difficultés, contrairement peut-être à d'autres pays. Non, ce n'est pas simplement des AirPods auxquels on a coupé le cordon. La qualité de son est meilleure. Et puis surtout, quelle simplicité d'usage avec la fameuse puce W9 pour pouvoir synchroniser le petit scénario, synchroniser facilement son iPhone, son iPad, ou alors utiliser son Mac. C'est vraiment d'une simplicité déconcertante pour afficher les menus. Mon casque préféré reste le Bose QC35 pour l'isolation de bruit, parce qu'il n'y a aucune isolation effectivement, mais vraiment l'usage, la légèreté, le confort. C'est certainement aujourd'hui le produit d'Apple qui propose le meilleur rapport qualité-prix du marché. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 280e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous invite à vous abonner sur nos chaînes YouTube et Dailymotion et à cliquer sur le petit pouce. On se retrouve normalement à Paris et dans le studio de l'école 42 dans le courant du mois de janvier. On aura l'occasion de revenir sur cette polémique et cette crise autour de l'obsolescence programmée chez Apple. Merci encore pour votre fidélité. On vous souhaite tous et toutes un joyeux Noël avec du retard et une bonne année avec un petit peu d'avance. Meilleurs vœux de réussite et de bonheur. Pace salut, à l'année prochaine. Au revoir Théo, au revoir tout le monde.